La 96.9, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à votre rubrique invité du vendredi soir sur Dia FM. Ce vendredi, nous recevons Dr Mohamed Oumar Madani, président national du parti Lingui. Bonsoir, monsieur Mohamed Oumar Madani. Bonsoir, monsieur Golga David de la Dia FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci de m'avoir accueilli ici dans vos studios. Et je profite de cette occasion pour tout d'abord parce qu'on sort d'une fête, en l'occurrence la fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak de l'an 1441 hégirien. Et je voudrais souhaiter tout d'abord aux frères et sœurs musulmanes mes vœux, formuler mes vœux et souhaits les plus chaleureux de santé, de prospérité et de bonheur, ainsi qu'à tous les autres compatriotes tchadiens qui, comme nous, fêtent également. Je leur souhaite bonne santé d'abord et mes vœux et souhaits de bonheur. Voilà, comme vous le dites, docteur, le monde est dans une crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Pour alléger la souffrance des populations, les mesures d'accompagnement promises par le chef de l'État tardent à se concrétiser et la population broie du noir. Oui, tout d'abord, à mon sens, je pense qu'il faut situer ce qu'est le coronavirus. Le coronavirus, c'est un virus. Un virus, c'est une petite particule, ça fait partie des micro-organismes. Et là, je parle en connaissance de cause en tant que médecin. Et il fait partie du groupe qu'on appelle le groupe du SRAS. C'est-à-dire, c'est un virus qui est apparenté, qui fait partie du SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, c'est la forme 2. C'est pourquoi on l'appelle le SRAS CoV-2. Et corona, ça vient du mot latin, corona, qui signifie couronne. Et il a des pics. Donc c'est un virus qui s'est répandu, qui apparemment a échappé au contrôle des labos de haute sécurité, où il y a comme vous le savez, les pays qui sont en pointe, qui cherchent et manipulent les particules virales, pas seulement les particules, mais tout. Ils rentrent dans le code génétique des virus et ils les manipulent. Et dès lors que ça échappe, eh bien c'est la catastrophe. C'est, à mon sens, ce qui est arrivé. Et je pense que, voilà, on y est. Donc, c'est au départ une épidémie, c'est-à-dire c'est une contagion qui est localisée. Maintenant, c'est devenu une pandémie. Pan, ça veut dire total, c'est toute la Terre. Hein. Et le Tchad faisant partie de la planète Terre, nous avons été contaminés. Et donc, il n'y a pas eu que cette pandémie. Hein, de par le passé, il y a eu plusieurs pandémies. La peste dans les années 1600, 1700. Il y a eu la grippe espagnole dans les années 1918 qui a fait beaucoup de morts. Il y a eu récemment chez nous ici le sida. Il y a eu encore des virus, des maladies virales beaucoup plus mortelles telles que la fièvre de Marbourg ou bien la fièvre de Lassa ou bien ce qui sévit actuellement la RDC. Et donc ce sont ça arrive. Nous avons connu de par le passé au Tchad la pandémie du choléra dans les années 72. Moi, je l'ai vécu, j'étais là. Et le gouvernement, à l'époque, avait pris des mesures drastiques de confinement. C'était la quarantaine. On avait circonscrit toute une région, notamment, je me rappelle, c'est le nord du Chariba-Guermi et le sud du Kanem, où il y avait le choléra qui s'est déclenché. Mais pas comme Corona. Ah, ça fait des morts. Hein. Nous autres, on était au lycée, c'était dans les années 72 et le gouvernement a réagi avec les moyens de bord. C'est-à-dire, il y a eu des équipes qui ont été envoyées sur place, ils ont circonscrit, ils ont mis les populations en quarantaine. Les gens qui étaient malades, on les a évacués sur N'Djamena et on les a mis sous traitement dans un hôpital
de fortune à l'école actuelle, là où se trouve le marché choléra, d'où le nom du marché choléra. Mais les habitants n'ont pas voulu, ils ont voulu par la suite appeler ça marché Sougandahar, parce que le choléra ça faisait des morts. Et le taux de létalité était beaucoup plus élevé que le Covid-19. À la question, Monsieur le Président national du parti Lingui, les mesures d'accompagnement tardent à se concrétiser. Oui, donc vous avez vu, quand c'est une pandémie, ça a surpris notre pays et on ne s'attendait pas à ça. D'abord, je voudrais dire que notre système sanitaire n'était pas au top niveau. Il était vraiment pas en déconfiture, mais il était très, très, très affaibli. Pas parce qu'il n'y a pas des moyens, il y a des moyens, pas parce que les moyens humains, ils sont là. Hein, il y a les collègues médecins, les auxiliaires, les infirmiers, les ATS, les agents techniques de santé, le personnel d'appui, tout le monde est là. Mais c'est la gestion. C'est la gestion qui manque. Il n'y a pas de motivation. Les gens ne sont pas motivés, ils ne travaillent pas comme dans le temps. Comme quand on avait commencé, quand j'ai commencé à l'hôpital général de référence nationale, il y a 30 ans, on était motivés, on voulait faire, on travaillait. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc il faut expliquer ça par ça. C'est ça qui a fait que le système sanitaire n'est pas au top niveau. Et donc il a été surpris par l'avènement du Covid-19, du SARS-CoV-2. Et les autorités ont fait ce qu'elles peuvent. Hein. Donc on a pris des mesures, comme partout ailleurs. Heureusement d'ailleurs qu'elles ont pris ces mesures. Ça a porté ses fruits. Il a fallu fermer les frontières, mettre en quarantaine tous les étrangers qui rentraient au Tchad pour préserver la population d'une contamination. Ça a été fait, mais ce n'était pas suffisant. Donc il y avait une cacophonie, comment prendre en charge les éventuels malades, comment les soigner, d'autant que sur le plan international, il n'y avait pas de protocole déterminé, les gens ne savaient pas ce que c'est, ils ne savaient pas par où prendre le taureau, y compris dans les pays en voie de développement, développés, je veux dire. Vous avez vu, en Europe, ça fait des morts, hein. Et donc, tout le système sanitaire est désarçonné en France, par exemple, en Italie. Et donc, nous, déjà, notre système est faible. Et donc, ça nous a pris au dépourvu. Qu'à cela ne tienne, il y a eu au départ une cellule de suivi qui a été mise en place. Et cette cellule de suivi a fait ce qu'elle a pu. Et par la suite, c'est le chef de l'État lui-même qui s'est investi. Il a pris les choses en main. Et donc, il y a eu un comité. Je pense que cas 1, cas on est en train, et ça coïncide avec la courbe de la pandémie qui décroche en ce moment, hein, sur le plan international. Et donc, grâce à Dieu, il y a eu des morts qu'il faut déplorer, certes. Moi, je suis l'ami Fortin. Je voudrais là saisir cette occasion pour vraiment présenter mes condoléances à tous celles qui sont là, qui sont nos proches, qui sont décédés suite à cette maladie. Et il y a d'autres personnes de par le Tchad aussi, mais le gros coup de poing, c'est ici en N'Djamena, et pour cause, parce que c'est la plus grosse concentration de personnes. Donc, le gouvernement a fait ce qu'il peut, mais ce n'était pas suffisant. Et il faut mettre en branle les choses. Le confinement était une exigence. C'est pas facile de mettre en place un confinement. Confiner les gens, c'est pas facile. Hein. Et donc, les gens ont fait ce qu'on peut. On a mis ce qu'on appelle un couvre-feu. Maintenant, il fallait limiter le contact. La transmission du virus se fait par voie essentiellement aérienne, pas seulement. Hein. Et donc, parce que ça se transmet par les gouttelettes de fluge, c'est-à-dire les postillons. Quand on parle, on émet des petites gouttes de salive. Par exemple, là où je parle, ça peut se projeter à 1,50 m. Hein. Donc, au-delà, à 2 mètres, là, on n'est pas atteint. Alors, il faut rompre ce système de transmission. Par quoi? En mettant des masques. On n'avait pas de masques.
Les masques n'étaient pas suffisants. Il fallait les commander, il fallait les mettre en... Donc là, le virus a pris le devant par rapport aux mesures, comment dirais-je, de distanciation sociale. En fait, c'est une distanciation physique qui ont été prises. Les mesures barrières, être éloigné au minimum d'1 mètre par rapport à l'autre, porter son masque, laver les mains, parce que le virus a une couverture, une enveloppe qui est sensible aux solutions anioniques, c'est-à-dire le savon et tout ça qui le détruisent en un laps de temps. Ne pas serrer les mains, éviter les rassemblements sociaux. Ce sont des habitudes. Les habitudes, c'est une seconde nature. C'est pas facile de rompre ça. Surtout quand quelqu'un décède, vous avez beaucoup de gens qui arrivent à la place mortuaire, à la place funéraire, et il y a des rites, il faut les laver, surtout chez nous autres musulmans. Donc il y a une facilitation de contamination. Donc ce qui fait que ça s'est propagé. Bon, le gouvernement a pris ces mesures, c'est pas suffisant. Il faut pousser davantage, il faut distribuer ce qu'il est en train de faire. C'est pas évident. Bon, il y a des mesures d'accompagnement parce qu'il y a un impact quand on confine les gens ne travaillent pas, et vous savez, on va discuter avec vous, notre système économique est basé sur l'informel, c'est-à-dire au jour le jour. Donc 80% de la population tchadienne vit au jour le jour. À travers quoi? À travers le lieu de rassemblement qui sont les marchés, où on échange. Bon, si vous bloquez ça, il y a bon nombre de gens qui n'arrivent plus à manger. Donc il faut trouver une solution alternative. Voilà. Docteur, beaucoup de pays africains ont fait appel aux thérapeutes, j'allais dire, aux tradithérapeutes. Je cite par exemple le cas de les Malgaches, le Madagascar, et donc même ces produits sont arrivés au Tchad. Vous, en tant que médecin, quelle est votre analyse? Là, moi, en tant que médecin, je suis formé sur la moule occidentale de la médecine. Donc, qu'à cela ne tienne, moi, je suis l'un des tout premiers qui a appuyé la médecine traditionnelle. Je reconnais la valeur de la médecine traditionnelle. Parce qu'avant l'avènement de la colonisation, nos parents, nos arrière-grands-parents savaient se soigner. Ils savaient se prémunir contre les maladies. Donc, il n'y a pas... Moi, je vous dis, ici en N'Djamena, à l'époque, il y avait une carte de gratuité de soins pour que les gens aillent à l'hôpital général, qui était l'hôpital central. Parce que les gens n'y allaient pas, le taux de fréquentation est très, très faible. Ce qui se passe même actuellement dans les centres sanitaires de par le pays. Le taux de fréquentation est faible. Il faut pousser les gens à aller vers l'hôpital. Donc, la médecine classique, moderne, a ses noblesses. Mais notre médecine, la médecine traditionnelle, a ses lettres de noblesse aussi. Et moi, je la reconnais et je l'appuie en tant que médecin. Et je me réjouis du fait que à Madagascar, c'est le président lui-même qui s'est investi avec l'appui du staff scientifique médical. Ils ont mis au point le Covid organique. Et c'est sûr qu'il y a 2 principes actifs. Le principe de base, c'est l'artémisinine, qui est une plante qu'on connaît ici, qui s'appelle en arabe local le chi. Et il y a d'autres composantes qui rentrent là-dedans, mais dont ils ont bien fait de garder le secret. Et on connaît les faits, parce que quand vous êtes surpris, quand vous êtes malade, vous consultez, vous avez 20, 30 malades, vous pouvez les gérer, mais quand vous avez 50 malades du coup, c'est la débandade. Il faut maintenant faire un tri, il faut faire un choix. Ce qui est arrivé en Europe, toutes les personnes qui avaient plus de 65 ans, on les a laissées sur les carreaux. On a pris les jeunes, parce qu'on pensait que les jeunes et on a lieu de penser que les jeunes sont l'avenir de demain. Donc il y a beaucoup de gens âgés qui sont morts. Les exemples sont légion. Vous avez vu en France, dans les EHP, les maisons de retraite, parce qu'ils ont l'habitude de mettre leurs vieilles personnes, leurs mamans dans les maisons de retraite. Moi, j'ai fréquenté ces maisons, je sais ce qui se passe là-bas. Étant étudiant en France là-bas, c'est des véritables mouroirs, même sans Covid. C'est des véritables. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'humanisme là-bas.
Et donc là, ils se sont confrontés à un problème social. Les gens mouraient en masse. Donc heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Et là, je tire chapeau à Madagascar. Il n'y a pas que Madagascar où on bouge. Il y a au Sénégal où aussi on bouge. Au Cameroun à côté. Chez nous, au Tchad, aussi on bouge. Bon, maintenant, il faut normaliser cette médecine-là. Il faut la quantifier, il faut mettre les dosages, la posologie et tout ça. Et voir les effets secondaires. Ça prend du temps. Mais on est face à un problème, à une urgence. Il faut utiliser les moyens de bord. Et moi, j'appuie la thèse de la médecine, parce que moi j'ai eu, en tant que médecin, à soigner dans la ville à peu près une quinzaine de personnes, même 20 personnes, qui, à mon sens, sont atteintes de Covid-19. Et je soutiens la thèse que l'artémisinine est un pouvoir antiviral. D'ailleurs, ça a été démontré, ça est dans les indications. Et j'ai pu l'observer moi-même. J'ai utilisé l'artéméter accompagné d'autres antipaludéens, artéméter avec composition allofantrine et tout ça, et avec des antibiotiques très puissants. Et grâce à Dieu, je pense que je suis arrivé à avoir des résultats. Et je pense que ça corrobore le fait que l'artéméter, le Covid organique, est un médicament qui présente toute une latitude pour le soin, la prise en charge des malades atteints de coronavirus. Monsieur le président du parti Lingui, Dr Mahamat Oumar Madani, la réouverture des non-marchés ne constitue-t-elle pas un risque de propagation du moment où la pandémie secoue encore le Tchad? Alors là, vous touchez à un point clé, essentiel. Vous savez, l'être humain, il est né et il faut qu'il s'alimente. Il faut qu'il vive. Pour vivre, il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'alimente. Il faut qu'il nourrisse ses enfants de manière à pouvoir survivre. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'essentiel de notre économie ici est sur l'informel. Rien n'est formalisé. C'est pas il n'y a pas de grandes places, il y a quelques supermarchés par-ci, par-là, mais c'est pas ça. Ce sont les marchés journaliers, les grands marchés journaliers de la ville de N'Djamena et les marchés hebdomadaires de par tous les pays et dans les grandes villes, les grands centres du pays que sont Abéché, Sar, Mundou, Bongor et autres, où ils ont des marchés aussi journaliers. C'est ça qui fait vivre les gens. C'est là où se passent les échanges. Et appuyé à cela, par rapport à cela, vous avez toute une panoplie de boutiques où on vend des choses. Si vous fermez ça, les gens vont tolérer pendant un certain temps. Mais après, ils vont se révolter. D'ailleurs, même ici, vous avez vu, la mesure a été prise. Les forces de l'ordre ont beau circuler, mais dès qu'elles passent, les gens appellent leurs clients et ils ferment la porte. Ceux qu'il faut combattre, ce sont ceux qui ne veulent. Parce que il faut reconnaître que notre population est têtue. Le Tchadien est têtu. Il est têtu. Il n'en fait qu'à sa tête. Et c'est pourquoi même dans le bon vieux temps, à l'époque des empires, les sultans agissaient de manière drastique. Ils utilisaient plus le bâton que la carotte. Donc c'est la même chose ici. Vous avez vu même à travers la télé, il y a des pays comme l'Inde où on chicotait les gens. Les Tchad, c'est pareil. On dit aux gens, ne sortez pas après 20 heures. Les gens sortent, ils circulent. Les jeunes, ils s'en foutent. On dit aux gens, portez vos... Moi, j'ai eu à intervenir, je vais au marché plusieurs fois, je vois les vendeuses. Ils disent, ah bon, ça existe, cette maladie-là, votre maladie. Ils n'y croient pas. Ils croient que c'est des bobards. Parce qu'il y a une rupture de confiance entre l'État et la population. Ça traduit la faille. Les gens ne croient plus à ce que l'État dit. Et ça, c'est grave. Les autorités ont beau claironner à tout bout de champ. Attention, portez vos machins. Les gens ont pris leur clic et leur claque. Quand un de leurs meurt, tout ça, là, ils commencent par... Mais les autres, ils ne croient pas. Donc, c'est difficile de mettre les gens au pas en portant déjà rien que les masques et en leur disant de respecter la distance qu'il faut. Ne pas s'attrouper.
Et quand vous fermez le marché, vous pouvez le fermer, mais vous ne pouvez pas fermer le marché totalement. Parce qu'il faut que les gens s'alimentent. Maintenant, il faut, poser des normes. Filtrer l'entrée des marchés avec des mesures barrières, se laver les mains, porter des masques et tout ça. Mais ça, c'est difficile de le mettre en pratique. J'ai eu à discuter au marché de Dembé avec les gardes municipaux. Ils me disent, mais vraiment, docteur, c'est la mer à boire. Hein. Il y en a même qui sont là, ils sont prêts à nous boxer. Donc, vous voyez, c'est l'incivisme aussi. Le taux de, d'analphabétisme et le taux d'absence de culture fait que on a toutes les difficultés à mettre en branle, en marche des mesures de ce genre-là. Qui plus est, si ça sous-tend la vie, vous ne pouvez pas. Donc l'État a raison de rouvrir les marchés, mais il faut les canaliser, il faut trouver un système alternatif. Soit un moment on ouvre les viandes et les machins, et de l'autre matin, un autre côté les légumes et autres, ainsi de suite. Il faut innover quoi. Il faut innover. Tous les pays se cherchent. Hein? Vous avez vu en France, vous sortez avec là-bas le net est bien développé, même aux États-Unis, vous commandez, on vous envoie votre machin, vous sortez, vous allez au supermarché ou à la supérette à côté. Pour acheter, il faut faire vos courses. Mais ici, il n'y a pas de net, il n'y a pas d'électricité. Même. Donc je pense qu'on va toucher. Il n'y a même pas d'eau avec cette chaleur à 45. Vous vous imaginez les difficultés dans lesquelles on est plongé? Hein? C'est inimaginable. Des organisations à caractère social sont au devant de la scène pour aider les populations. Votre appréciation par rapport aux dons offerts par ces organisations? Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Moi, en tant que président d'un parti politique, je crois que tous les acteurs sont nécessaires. Parce que la pandémie, elle ne choisit pas. Et là, je voudrais dire sur le plan politique, il n'y a pas majorité, opposition, non. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. On doit être sur le branle-bas de combat. Et donc, toutes les associations, de quelque bord qu'elles soient, doivent se mettre en branle-bas de combat pour innover, pour faire ce qu'elles peuvent faire. D'ailleurs, nous, on va faire ce qu'on peut selon nos besoins et nos moyens. Et Dieu seul sait qu'on n'a pas les moyens que les autres ont. L'État a mis les moyens à certaines organisations, pas à d'autres. Hein? Donc, vous voyez, déjà, il y a une différence. Donc, il est vrai que l'État ne peut pas subvenir à tous les besoins de toutes les organisations. Mais il convient quand même qu'au niveau périphérique, toutes les organisations, de quelque bord que ce soit, doivent être impliquées pour la sensibilisation, pour la prise en charge. Sur le plan sanitaire, par exemple, moi, je préconiserais à notre comité scientifique, pourquoi ne pas créer des entités, des cellules de par les quartiers, où ça va être piloté par un médecin, avec une dizaine d'infirmiers pour prendre les cas, et il y aura des gens, une équipe de dépisteurs qui va circuler dans le quartier pour localiser les malades ou suspects à Covid-19. On les amène là-bas, on les prend en charge plutôt que de les confiner au niveau de l'hôpital où c'est grandiose, ça requiert des moyens et on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que le test de diagnostic rapide, le PCR, ça c'est aussi difficile. Donc moi je préconise, il faut décentraliser ça. Voilà. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé la reprise des cours pour les classes d'examen le 25 juin prochain. Pour vous, est-ce que c'est possible? Alors là aussi, ça c'est un gros problème pour l'État. Un gros problème pour l'État. Parce que vous savez, un État, un gouvernement tel que le nôtre ne peut pas déclarer une année blanche. Ça coûte cher. Parce que l'État a signé des accords avec des organisations internationales, des ONG, où il y a des clauses pour les dons, les appuis qu'ils fournissent. Donc vous ne pouvez pas déclarer, si vous déclarez une faillite quelque part, ils disent, bon, ils ramassent leur truc et leur claque, ils vont amener ça ailleurs. Donc ça fait la peur bleue aux politiques. Ça, c'est d'un côté.
et une année blanche, est-ce que ça va se répercuter? Je pense que c'est une bonne initiative de choisir les classes d'examen, c'est-à-dire les classes terminales et les classes de troisième. Mais encore faut-il quel est le niveau de cours qui ont été dispensés. Quel est le volume de cours qui ont été dispensés? Parce que il faut faire un examen. Moi, je suis enseignant à la faculté de médecine. Il ne faut pas poser des questions ou bien évaluer les étudiants ou les élèves sur ce qu'ils n'ont pas vu. Vous allez les évaluer sur ce qu'ils ont vu. Donc, ça pose aussi des problèmes. Des problèmes d'abord d'organisation de cet examen-là. Comment les organiser? Comment respecter la distance de 1 mètre quand on sait qu'il y a des milliers de candidats? Comment les surveiller? Est-ce que tous les candidats vont porter des masques? Bon, il y a des tas de petits problèmes. Mais c'est déjà ça. Il faut aller vers ça. Il faut au moins sauver les années de diplôme. Les classes diplômantes, c'est-à-dire la terminale et la troisième. Docteur Mohamed Oumar Madani, parlons politique. Vous êtes le président du parti Lingui. Expliquez-nous un peu, il y a combien de partis Lingui au Tchad? Le Lingui est le seul. Le Lingui, il est seul. C'est pas un sigle. Hein. Le Lingui, c'est notre. Nous, on n'a rien créé. On a adopté. C'est une façon, c'est un code de civilité. Hein, qui comprend, selon notre vision des choses, 5 valeurs. C'est-à-dire le respect de la parole donnée. Nous avons eu de cesse de le répéter. Le respect de la parole donnée, la solidarité, la tolérance de l'autre, hein, la promotion de l'intégrité sociale de l'individu, hein, et la probité. Donc c'est un ensemble, c'était un code de civilité qui existait ici chez nous à Fort-Lamy, à l'époque, à Diamagato, le Diamagato de nos parents. Et ce qui est fait qu'il y a eu un ciment social. Mais malheureusement, avec les événements de 79-80, le ciment s'est effrité. Et on a créé le Lingui en décembre 95. Bon, dans la vie de tous les partis politiques, il y a toujours des scissions, des dissidences, et ainsi de suite. Il y en a qui sont partis, ils ont formé leur parti. Hein? Mais pour autant que je sache, moi je suis le président du parti Lingui. Les autres qui étaient dans le Lingui ont formé d'autres formations politiques avec leurs appellations propres. Sinon, le Lingui unique, original, c'est celui-là. Sinon, on nous parle de 2 présidents du parti Lingui. Qu'est-ce qui se cache? Non, il n'y a pas de président de parti Lingui. Nous avons on ne peut pas être bicéphale. Là, c'est quoi ça? C'est une cacophonie. Nous avons organisé notre congrès, hein, le 16 septembre 2018. Nous sommes réunis, je pense que vous étiez là. On a mis en place, on a revu tous nos textes de fond en comble, hein, le programme politique, les statuts du parti, le règlement intérieur. On a mis ça au propre, on a mis en place un bureau directeur national. Et on va mettre en place les autres institutions adjacentes. Donc le Lingui est parti sur de nouvelles bases. Hein. Il y a eu quelques têtes qui n'ont pas voulu de ce congrès-là, mais ils représentent quoi? Ils représentent Epsilon. Donc moi, je ne vais même pas les nommer ou les citer. Ça, c'est une affaire classée, close. Nous avons, à ce jour, nous, Lingui, nous targuons d'être l'un des rares partis à avoir organisé en l'espace de 25 ans 4 congrès ordinaires. Nous avons autant que faire se peut, je dis autant que faire se peut, respecter les délais prescrits par nos textes statutaires. Et donc nous avons tenu régulièrement des congrès. Et nous sommes les seuls à avoir accepté l'alternance à la tête du parti. Nous avons changé par 4 fois de président. 4 présidents. Moi, je suis là, l'un des tout derniers. J'étais avant moi. Il y avait un autre. Et j'ai laissé la place pendant un certain temps. Maintenant, je suis revenu aux affaires. Et je vais certainement quitter pour laisser la place à quelqu'un. C'est ça, nous tenons compte. Nous nous attachons au principe de l'alternance. Ça, c'est une des bases de la démocratie.
Rien ne sert de crier à tout bout de champ, oui, nous sommes démocratiques, tout ça, si vous n'appliquez pas ce principe-là sur vous-même. Et moi, je défie quiconque de nous prouver le contraire. Les textes sont là, les papiers sont là. Nous avons fait notre congrès ordinaire comme il se doit. Nous avons changé nos textes. Nous nous avons réadaptés par rapport aux récentes, le forum qui s'est passé. Et donc, on repart sur de nouvelles bases. Maintenant, on attend les moyens parce que c'est un droit pour les partis d'avoir leurs subventions. Et vous savez que l'État se doit de subventionner les partis politiques pour qu'ils participent à l'arène politique, aux élections, ainsi de suite. Voilà. Mais dites-nous, Président, Lingui est un parti de l'opposition, de la majorité ou un parti centriste? Vraiment, ça, c'est une histoire. Hein. Le Lingui, c'est normal, hein. Vu la longueur de la durée de vie du parti Lingui par rapport à celle de la démocratie, l'avènement de la démocratie ici chez nous. Nous avons au tout début, dans les années 96, nous avons été dans l'opposition. De 96 jusqu'à 2001, on était dans l'opposition. En 2001, on a négocié avec le parti au pouvoir et on est rentré dans la majorité. On est resté dans la majorité jusqu'à 2013. Et depuis 2013, on est sorti de la majorité. Parce que nous avons des principes, on voit, c'est un jeu politique. Hein. Vous passez des accords avec votre partenaire, vous voyez si le partenaire répond au même point que les vôtres, s'il ne répond pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez, c'est tout. C'est ça l'alliance. Donc, mais ça ne porte atteinte en rien aux fondamentaux du Lingui. Là, je vous dis, nous sommes par exemple un parti rassembleur. Et là, c'est une occasion. Je lance l'appel à travers votre micro à tous les acteurs politiques tchadiens et même non politiques, les associations de la société, pour qu'on réfléchisse sur l'avenir de notre pays. Où on va? Parce que actuellement, vraiment, il faut le constater, nous sommes dans un bourbier. On ne bouge pas. Le président de la République prend des décisions, il est seul, il est embourbé, il est dans une gangrène. Et ça, je pense qu'on va en discuter. Il est gangréné par les ismes. Le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Ça, c'est la pire des gangrènes. C'est une gang. C'est comme si c'était... je ne sais pas si vous êtes parti en brousse avec une 4x4 et en saison pluvieuse, si vous êtes enlisé, et si le pont arrière touche le sol, c'est fini pour vous. Ça, c'est le Tchad. Nous sommes enlisés. Et les gens qui sont autour de lui, ils crient, oui, président, mais il faut mettre les 4 roues motrices. Mais ça ne sort pas. Il faut sortir. Il faut tirer la voiture dehors. Il faut mettre le Tchad sur les reins. Donc, le Tchad est enlisé. Il est enlisé non seulement intrinsèquement à l'intérieur, hein, mais à l'extérieur aussi. Le président a pris des engagements avec des forces à l'extérieur pour combattre l'extrémisme violent, hein, radical. Hein. Et cet extrémisme violent radical qui peut être religieux, qui peut être d'un concept extra-religieux comme les suprémacistes blancs là. J'espère qu'on va en parler. Ça c'est une passerelle pour discuter de ce qui se passe sur le plan international. Mais le Tchad, il est pris. Hein, et le président l'a même dit. Vous savez, moi je vais vous révéler une chose. Notre problème au Tchad, il faut avoir le courage de le dire, c'est la présence quasi constante et permanente depuis que nos arrière-grands-parents ont combattu jusqu'aux armes, jusqu'au corps à corps, l'envahisseur colonial ici à Kousséri. Moi j'en sais quelque chose. Ce sont mes arrière-grands-parents qui me le racontent. Ils sont tombés les armes à la main. Hein? C'était des intrépides guerriers. Ils ont combattu pour leur idéal. Depuis ce jour-là, les forces françaises sont stationnées au Tchad. Elles conditionnent la politique
tchadiennes. Elles ne veulent pas sortir. Ça, il faut, nous, au Lingui, nous l'avons dénoncé à maintes reprises. Mais aucun responsable tchadien, y compris depuis Tombalba et en passant par Maloum et autres, ne peut se débarrasser de ce carcan-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une mafia internationale qui prend le Tchad par les deux côtés. Et donc, il ne peut pas. D'ailleurs, le président l'a dit. À un certain moment, il a dit, moi, je voulais partir, mais c'est la France qui m'a dit de rester. Donc, moi, je dis ici, il faut en vouloir à tous ces systèmes de gouvernement français néocolonial. Là. Je n'en veux pas au peuple français. Le peuple français, c'est un peuple amical, avec lequel on partage beaucoup de valeurs, dont la langue que je parle actuellement, là. Moi, j'ai vécu chez eux depuis mon jeune âge, j'ai accompagné mon papa, j'ai fait mes études là-bas. C'est formidable de parler le français. Je soutiens cette langue-là. Mais, et il y a des bonnes gens, mais il faut se défaire avec la politique, comment dirais-je, la France-Afrique. Hein? La France, il faut se défaire de ça. Est-ce que vous, si quelqu'un est chez vous, 24 heures sur 24, armé jusqu'aux dents avec une Kalachnikov, vous rentrez, il vous dit, où est-ce que vous partez? Vous sortez, vous partez où? Qui c'est celui-là? Vous êtes à l'aise? C'est notre cas ici, on a une base étrangère. C'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Les avions nous volent, ils font du bruit, tout ça. C'est fini, il faut rompre avec ça. Mais il faut prendre le courage à deux mains et c'est pourquoi je voudrais discuter avec tous les acteurs politiques et non politiques tchadiens qui veulent bien discuter de ce problème-là pour qu'on se libère. On est prêt de régler des... Il y a eu un incident la dernière fois où il y a eu des blessés. Voilà. Et le président, récemment, on a attaqué, on a tué nos soldats. Là, c'est une occasion que vous me donnez. Moi, je dis que ça, c'est une occasion. Il faut être derrière le président de la République pour soutenir nos soldats qui sont tombés, les armes à la main, pour contrer les forces néfastes radicales religieuses. Mais ils ont été attaqués, il y a presque 100 hommes qui sont tombés, et la force Barkhane est à côté, les gens sont avec leurs drones. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Il y a des interrogations quand même. Est-ce que c'est une complicité? Il y a lieu de se poser cette question. Et un peu avant cela, on avait à raisonner Boko Haram au Nigeria. On a détecté des caisses et des caisses de fusils FAMAS. Ça provient d'où? Ça a fait même un incident à l'aéroport. Alors, le problème, c'est fini. Bon, c'est motus et bouche cousue. Donc, on est dans une gang internationale et une gang nationale au niveau du pays. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour celui qui est à la tête de ce pays-là. Tous ceux qui ont tenté l'ont connu à leur détriment de sortir, de se débarrasser de la France. C'est le cas du président Tombalba. Il a été assassiné. C'est le cas de Maloum. Moi, j'étais là en 1975. L'armée française a préféré jeter des climatiseurs des voitures dans le fleuve Chari plutôt que de les donner. Donc, c'est le cas avec Hissène Habré. Quand il a voulu partir avec les Américains, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les choses sont claires. Où veut-on aller? Veut-on être réellement indépendant? Si on veut réellement être indépendant, on n'a pas le droit de laisser stationner un quelconque soldat étranger sur notre sol. La France a demandé sous De Gaulle en 63-64 in expresso aux forces américaines de débarrasser le sol français. Pourquoi? C'est pour leur souveraineté nationale. Et c'est De Gaulle qui a développé le concept de la dissuasion en développant l'arme nucléaire. Pourquoi pas pour nous? Nous, on a le droit d'être indépendants, non? L'actualité internationale est aussi dominée par la mort. Un noir américain tué par un policier blanc. Beaucoup de gouvernements africains, j'allais dire, ont apporté leur soutien pour que justice soit rendue aux noirs américains. Ah oui, ça c'est une affaire, hein? La mort du pauvre américain George Floyd. Vous voyez que c'est horrible ce qui s'est passé. Dans cet État qui se dit l'État, le summum de la démocratie, le summum des libertés, c'est un citoyen américain.
Ce n'est pas un citoyen africain qui a été arrêté et l'agent là lui a mis délibérément le coup après l'avoir menotté. Ils étaient 3, ils l'ont menotté et ils l'ont asphyxié. Il a crié, je suis en train d'être étouffé, libérez-moi. Mais rien n'y fait. Ils l'ont tué. Et ils se permettent de qualifier ça d'un homicide involontaire. Non, mais quand même, on se fout de la gueule des gens. C'est un homicide volontaire. Quand vous voulez tuer quelqu'un, vous le faites. Et pour arrondir les angles, on dit on les a chassés. Non, il y a une justice, non? Vous criez, vous voulez être les chantres de la démocratie, avec la séparation des 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, parlementaire et judiciaire. Laissez la justice travailler. Si vous voulez obéir aux principes fondamentaux de Montesquieu avec la séparation des 3 pouvoirs, laissez la justice agir. Regardez ce que le responsable, le plus haut responsable de ce pays dit. Au lieu de s'occuper d'unir son peuple, il dit non, il s'en prend aux voyous qui sont en train de faire de la casse, de brûler. Mais non, c'est pas ça le problème. Il ne faut pas dévier le problème. Le problème est un problème racial. On tombe aux États-Unis, on retombe dans les années 50, 60, avec le racisme qui se montre de plus en plus exacerbant. Et c'est le même cas en France. C'est le même cas en France. Avec l'assassinat du Français d'origine, je ne sais pas s'il est malien ou sénégalais. Hein? On l'a assassiné. Il y a eu des manifestations à Paris. Il faut que le monde change avec ce Covid-19, avec tout ce qui se passe. On se doit de changer l'être humain. On se doit d'être solidaires les uns envers les autres. Et surtout, moi je dis sur le plan scientifique, il faut que les scientifiques cessent de manipuler les génomes humains surtout, et les génomes des micro-organismes qui vivent avec nous, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il faut savoir respecter cet équilibre-là. Il faut aller dans le sens des écolos, respecter le monde qui est vraiment merveilleux. On ne doit pas courir rien que pour l'argent, tout pour l'argent. Pour aller où? Pour aller où? De toute manière, un de ces 4 matins, on est censé quitter cette terre-là, d'une manière ou d'une autre. On ne va pas t'enterrer avec tes Rolls-Royce, ta villa, machin 5 étoiles ou ton hôtel, tout ça. Donc, voilà. Président Madani, la Libye vit une période de guerre entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale basé à Tripoli et les hommes du maréchal Haftar. Quel est votre point de vue? Vraiment, mon frère, la Libye, là aussi, c'est un acte néocolonial, inconsidéré. Et les responsables sont toujours là. Moi, j'étais là, j'ai suivi à l'époque, en 2011, quand on a attaqué Gaddafi. L'Union africaine était sur le point de négocier. Ils n'ont même pas respecté. Et c'est le premier responsable français politique à l'époque, avec le premier responsable britannique, qui ont mis en branle toute la panoplie militaire de l'OTAN pour détruire Gaddafi. Parce que Gaddafi, c'était un panafricaniste. Il voulait que l'Afrique se libère d'elle-même. C'est lui qui est à l'origine du satellite de communication. C'est lui qui est à l'origine de l'idée d'une banque africaine. Et c'est ça qui lui a coûté la vie. Et maintenant, c'est le chaos. C'est le chaos. Il y a comment dirais-je, les forces russes, françaises, occidentales qui sont derrière Haftar. Et il y a la Turquie, avec d'autres pays qui sont derrière le gouvernement national de transition de Khalifa Faraj. C'est le chaos.
C'est exactement ce que le Tchad avait connu dans les années 80. Dès que vous êtes déstabilisé, il y a des charognards qui viennent d'un côté comme de l'autre pour espérer tirer leurs marrons du feu. Et les marrons du feu, c'est quoi? C'est le pétrole. Et c'est une lutte, c'est ça la géopolitique. Parce qu'on voit dans cette histoire, l'Occident est en train de perdre la face. La France s'est faite avec l'Angleterre, l'Union européenne s'est fait toute petite. Qui a pris le dessus? C'est la Russie, d'un côté, avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte, et de l'autre côté, la Turquie. Les autres, zéro. Mais nous, dans tout ça, c'est un voisin. Et le président Idriss Déby a raison. Et là, une fois de plus, je l'appuie, je suis d'accord avec lui. Vous avez foutu le désordre, vous avez un prix à payer pour le remettre à l'ordre. Hein? C'est ça qu'il a appelé le service après-vente. Et ils ne veulent pas le faire. Ils veulent le faire avec l'appui du Tchad, du Niger et des autres. Mais qui a créé ces groupuscules Boko Haram, les extrémistes terroristes au Nord Mali? Et c'est eux. C'est la conséquence de la destruction de la Libye, c'est clair et net. Maintenant, si le Tchad se met à genoux, ça en est fini pour toute l'Afrique au sud du Tchad, c'est-à-dire la RCA, le Congo et ainsi de suite. Et c'est une réaction en chaîne. Hein. De l'autre côté, si le Mali est cassé avec le Burkina Faso, terminé pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, fini. C'est ce que disent les présidents du Niger et du Tchad au G5 Sahel. Mais ils ne veulent pas mettre la main à la pâte. Regardez le G5 Sahel, ils sont en train de faire comme ça. Donc nous, moi en tant que président Lingui, j'ai dit au président de la République, à un moment donné, il faut savoir dire non et retirer cette... Parce qu'on ne peut pas vous mener en barque comme ça pendant des années et des années. Ça coûte cher. C'est au détriment de la défense et de la défense de la souveraineté et du territoire national. On envoie des troupes là-bas. Ce sont nos frères, perdent leur vie. Non. Eux, si c'est un seul soldat qui tombe, deux, on met...